Nouvelle discussion à venir en direct de Tatou Juste, le rendez-vous de la transition écologique. Et donc toujours en direct sur les antennes de Radio Ondaine, Radio Dio 90.9 FM, 89.5. Alors nous vivons depuis des années dans une urgence climatique où les solutions et actes semblent inadaptés et à contre-temps des enjeux. Et puis des crises successives, des guerres, des règlements climatiques, crise sociale. Et tout ça amène à une inflation en cours et qui dévoile encore plus les inégalités de notre société, et l'alimentation en demeure une des problématiques essentielles. Alors la table ronde à venir va apporter un regard croisé entre l'aide alimentaire de plus en plus sollicitée et en grande difficulté, et des réflexions sur le développement d'une caisse sociale de l'alimentation, notamment à Saint-Étienne. Alors devant les micros, Josiane Guinter et Thomas Benoît du comité de pilotage du projet de caisse sociale alimentaire de Saint-Étienne, et puis Antoine Gérassi, président des Restos du Cœur de la Loire. Alors on va débuter bien sûr par cette campagne d'aide alimentaire 2023 avec les premiers constats. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Eh bien, la grande question, il se passe que nous sommes dans une grande problématique, c'est-à-dire que nous avons, comme tout à chacun, subi les hausses de fluides, les hausses de matières premières, les hausses de denrées, comme tout à chacun, et que les Restos du Cœur achètent 40% de toutes les denrées distribuées. Donc c'est dire que le problème s'est posé de manière violente et donc nous avons dû prendre quelques mesures. Alors au niveau de l'aide à proprement parler, on a une recrudescence quand même, une forme de petite prise de conscience de la part des particuliers, des entreprises également, qui ont commencé à venir nous aider devant l'alerte qui a été lancée par le président Douret, donc le 5 septembre. Le 5 septembre, les propos c'était si on ne fait rien, les Restos du Cœur vont fermer dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc ça a été quand même un sacré coup de semence. Donc il fallait prendre des décisions importantes, des crève-cœurs, c'est-à-dire que on arrive à un stade où on augmente les barèmes, ce qui fait que les personnes accueillies vont être un tout petit peu moins nombreuses. Alors, les premiers constats qu'on fait malgré tout, c'est que dans la mesure où le pouvoir d'achat de tout un chacun a baissé, les personnes que l'on a accueillies cet été étaient plus importantes que les personnes qu'on accueillait l'hiver dernier. Donc c'est paradoxal parce que normalement, les personnes qu'on accueille en été sont moins nombreuses. Cette année, ça n'a pas été le cas. Donc on s'aperçoit que le pouvoir d'achat baissant, le nombre de personnes qui se présentent au resto ont donc des restes à vivre extrêmement faibles. Quelques informations. Au Resto du Cœur, 40% des personnes qui se présentent n'ont pas 1 euro pour vivre. Je dis bien 1 euro. Lorsqu'ils ont payé ce qui convient de payer, c'est-à-dire les frais courants, loyer, électricité, etc. 1 euro. Autre constat important à prendre en compte, aujourd'hui 40% des personnes accueillies au sein des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Ce qui veut dire donc, pour répondre à votre question, comment se passe la campagne, on s'aperçoit que de plus en plus des jeunes, notamment des salariés précaires, alors ça c'est nouveau, on voit arriver dans nos centres, les 17 centres, moi je parle de mon département, dans les 17 centres de la Loire, on voit arriver des travailleurs précaires, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Donc ça induit le fait que les salaires sont trop faibles et que donc il conviendrait de les augmenter. Ça c'est la première vision. D'autre part, ce que l'on voit arriver également de plus en plus, ce sont les femmes seules, avec enfants, femmes isolées, et des retraités. Alors des retraités, et notamment un élément qui est pas souvent pris en compte, les femmes d'artisans. Femmes d'artisans dont le conjoint est décédé ou est parti tout simplement. Et vous savez que les femmes de commerçants et d'artisans cotisent rarement. Donc se retrouvent avec le minimum vieillesse. Donc on voit arriver dans nos centres cette population-là. Voilà, donc on reste optimiste parce que les 600 bénévoles du département sont vent debout, malgré les dispositions qu'il a fallu prendre. Alors quelles ont été les dispositions prises ? En fait, il y a eu plusieurs
dispositions. Petit 1, augmenter les barèmes. Donc, comme je l'ai dit en préalable, ça a induit le fait que on finit par refuser du monde. J'étais extrêmement inquiet en début de campagne, en début d'inscription, qui ont démarré il y a une quinzaine de jours. En définitive, pour prendre l'exemple Saint-Étienne, c'est 1500 familles accueillies. On a refusé entre 15 et 20 familles. C'est beaucoup pour les familles refusées, mais c'est peu proportionnellement. Voilà. Donc la deuxième mesure, on réduit ce que l'on distribue. Au Restos du Cœur, on distribue en termes de points, le point étant un repas. Et nous sommes passés pour une personne seule, de 9 à 7 repas par semaine. Et pour les familles, 4 repas par personne dans la famille. Donc vous imaginez le désarroi de nos bénévoles. Parce que les personnes qui viennent chez nous, pour la plupart, sont là depuis longtemps. Et on va leur dire, écoutez, vous aurez moins. Alors, contrairement à d'autres institutions alimentaires, d'aide alimentaire, nous, on ne voit pas de mauvais œil que les personnes accueillies aillent aussi ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, si ces personnes vont également à la Croix-Rouge, tant mieux. Tant mieux. Si elles vont... voilà. Donc, dans tous les cas de figure, ce que l'on distribue de manière générale au resto ne couvre pas la semaine. Faut pas rêver, hein. Voilà. Donc tout va bien. Nos 600 bénévoles dans le département, comme je l'ai dit, sont extrêmement motivés malgré tout ça. Au niveau du département, nous avons des projets, malgré tout, qui étaient déjà conditionnés préalablement, notamment un centre itinérant de plus dans le département à Mâcla. Parce qu'on s'est aperçu également que les personnes souffraient aussi bien dans nos campagnes que dans nos villes. Et il fallait donc qu'on puisse, nous, aller vers les personnes en état de précarité dans les villages, n'ayant pas de possibilité, pour ce qui les concerne, de se déplacer dans nos centres. Donc on a créé, et dans la Loire, nous avons 2 centres itinérants, un sur Neulise, qui dessert toute la région panissière, Rosier-en-Donzy, Bussière, et là, Mâcla, départ de Mâcla, ça va faire Pélussin, Bourg-Argental, etc., tous ces pays-là, qui étaient un petit peu laissés pour compte au niveau de l'aide alimentaire. Voilà, en quelques mots, j'ai été un peu long. Non, c'était très bien, c'est un bon cadre pour poursuivre un peu cette discussion. Et puis, effectivement, vous dites que les bénévoles restent encore mobilisés. Et là, peut-être s'interroger sur cette mobilisation, cette volonté d'apporter de l'aide, de donner de son temps pour les autres, et cette visibilité que l'on a avec des politiques qui s'appuient sur les Restos du Cœur, mais qui s'appuient simplement dessus, qui ne montrent pas non plus d'autres volontés. Alors, on a fait des calculs. Le Restos du Cœur, c'est 73 000 bénévoles, c'est 171 millions de repas servis. Pour vous donner une idée, dans le département de la Loire, c'est 1 450 000 repas servis. C'est considérable, hein. Alors, par rapport aux bénévoles, moi, j'ai tendance à dire que on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. C'est fou, hein. Mais moi, quand on me dit, oh là là, t'as du mérite, parce que moi, c'est 6 jours sur 7, 5 heures du matin, 9 heures du soir. Alors, je dis pas ça pour me faire plaindre, parce que c'est un choix. Le bénévolat, c'est un choix. Qui veut bien, bénévole, et qui vole et bene. Donc, c'est un choix. Et nos bénévoles, et moi, j'ai souvent une discussion avec eux, ils reçoivent plus que ce qu'ils donnent. C'est le sourire d'une personne accueillie, c'est extraordinaire. C'est une sacrée récompense, hein. Et nous, on leur rend ce sourire, et c'est bien. Je veux dire, voilà. Et c'est vrai dans toute la sauce. Alors, petit détail extrêmement important concernant les bénévoles, justement. Beaucoup de bénévoles donnent effectivement de leur temps, mais également de leur gasoil ou de leur essence. Et dans notre association, comme dans d'autres, j'imagine, on a ce qu'on appelle les dons de frais. C'est-à-dire que le bénévole remplit chaque mois ses kilomètres, etc. Et on fait don au Restos du Cœur. Et s'il paye des impôts,
il défiscalise comme si vous-même, vous faites un don au Restos du Cœur à hauteur de 75% de ce que vous donnez. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que une grande majorité de nos bénévoles étaient non imposables. Donc c'était tout perdu. Il y a eu des démarches de fait auprès des élus, etc. Et au Parlement, c'est tout récent, c'est voté une loi, j'espère que le décret sera promulgué, parce que parfois ça dure des années, pour que le don fait par nos bénévoles en termes de frais soit crédit d'impôt. Voilà. Et ça, ce serait une sacrée bonne nouvelle. Je crois que ce serait le cas dans bon nombre. Enfin, c'est pas propre au Restos du Cœur, mais ce serait vraiment intégré dans l'idée du bénévole qui engage des frais, serait donc remboursé s'il ne paye pas d'impôts. Voilà. Donc, qu'ajouter de plus ? Sinon que, encore une fois, Restos du Cœur de la Loire, puisque vous m'entendez, dans la vallée de l'Ondaine et ailleurs, on a besoin de bénévoles. On continue à avoir besoin de bénévoles. Pourquoi ? Nous sommes 600, mais le nombre de personnes accueillies augmente. Donc plus on aura de personnes accueillies, plus il nous faudra du monde pour les accueillir. Alors, on a vu également, durant la période de la Covid, se monter les brigades de solidarité, où effectivement des groupes de citoyens se mobilisaient pour aider les voisins, des habitants de la même ville. Et c'est donc finalement un vrai constat et une vraie photographie de la pauvreté et de la précarité que l'on a ici. Comment vous avez, vu ça durant cette période-là ? Donc on en reparle parce que c'est effectivement un moment où il y a la mobilisation. Et voilà, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand même les structures posées, existantes, sont obligées d'être relayées par ce type d'initiative ? Alors moi je l'ai pas trop connu, ce phénomène-là. Je ne sais pas si mes collègues l'ont connu. Non, nous on est resté sur le pont. On a continué à aider avec des masques, etc. Mais on avait l'autorisation de continuer à distribuer, notamment en itinérance. Puisque là, on distribuait à l'extérieur de nos camions, donc il n'y avait pas de locaux fermés, etc. Alors, j'ai pas remarqué, moi, ce dont vous parlez, mais peut-être que je me trompe. Alors, c'est quelque chose qui existait à Saint-Étienne et qui a aussi prouvé le fait que il y avait des besoins et qu'effectivement, c'est des choses qui ont été mises en place. Et tout ça nous amène donc à cette discussion-là sur cette notion de sécurité sociale de l'alimentation, quelque chose qui est présenté régulièrement, qui est même expérimenté par diverses actions sur le territoire. On a deux personnes ici qui portent un peu, qui font partie du comité de pilotage de ce projet de caisse sociale de l'alimentation à Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce que la sécurité sociale de l'alimentation, si on doit le décrire simplement et l'expliquer ? Josiane ou Thomas ? C'est plutôt moi qui vais y aller là-dessus. Donc déjà oui, tu en parlais, c'est un concept qu'on voit de plus en plus, on entend de plus en plus ce concept-là. Il faut bien remettre d'abord dans une dynamique ou un cadre national des discussions pour que, en gros, il y ait une nouvelle branche de la sécurité sociale. On connaît tous la sécu de la santé, évidemment, qui soit sur les questions alimentaires. Pour l'instant, le cadre, il est encore assez flou, assez large, il est à interpréter, et en tout cas, le cadre, il repose sur 3 piliers. Ces 3 piliers, le premier, ça va être celui de la cotisation. Donc, comme pour la santé, on met en fonction de ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins. Le deuxième pilier, ça va être celui de l'universalisme. Donc, c'est ouvert à tous et à toutes. Nous, on va aussi mettre sur ce pilier de l'universalisme aussi des enjeux démocratiques et de collectifs pour aller choisir collectivement des choses, en tout cas porter collectivement ça. Et le troisième pilier, c'est le conventionnement. Donc, on va dépenser l'argent récolté par le système de cotisation dans des distributeurs notamment, mais pourquoi pas des producteurs aussi, en tout cas des établissements qui sont conventionnés. Et ce conventionnement, il s'est fait collectivement, démocratiquement, et il a été discuté ensemble et choisi ensemble. Voilà un petit peu, ça c'est les 3 piliers. Donc je disais plutôt une échelle nationale aussi là-dessus, sur cette dynamique. Après, les territoires aujourd'hui, donc il y a différents types d'expérimentation. On peut s'emparer de ce cadre-là.
cadre qui est évidemment à interpréter. Donc ça, je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Nous, à Saint-Étienne, en tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup d'initiatives et de dynamiques. Là, tu en parlais, Nicolas, effectivement, allant de l'aide alimentaire qui est là, et c'est très bien, à plein de mouvements citoyens, peut-être aussi assez spontanés. On voit qu'il y a des choses à faire. Ce qui nous a intéressé dans le cadre national dont je vous parlais là, c'est qu'on pouvait interpréter et tester quelque chose adapté au territoire et en discutant avec les Stéphanois et les Stéphanoises. Alors, si l'on parle de ce comité de pilotage du projet de caisse sociale de l'alimentation de Saint-Étienne, on change un peu de terminologie, hein. C'est caisse sociale de l'alimentation, en quoi ça change de la sécurité sociale de l'alimentation. Et puis, comment vous êtes organisé là depuis ces derniers mois, ces dernières années, où l'idée a commencé à émerger. Expliquez-nous un peu le processus. Oui, voilà. C'est vrai que tu as eu raison d'évoquer la période du Covid. Parce qu'effectivement, sur Saint-Étienne, l'explosion du surendettement a été conséquente et de plus en plus de familles ont besoin à ce recours à l'aide alimentaire, avec effectivement tout un processus d'organisation d'associations qui essayaient de couvrir un peu les besoins. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a tout un système qui produit vraiment on parle en termes de violence alimentaire, c'est-à-dire dans un pays où la nourriture circule en abondance, d'avoir à distribuer des colis alimentaires avec un cadre de loi qui définit le droit à l'alimentation pour toutes et tous. Donc ça, c'est déjà un problème systémique qui met en difficulté tout le monde. Il y a le fait aussi que dans ce système de surproduction, l'objectif, c'est pas de nourrir les gens, c'est que l'alimentation devienne une marchandise et apporte du profit. Donc ça fonctionne. Et avec l'aide alimentaire qui est une filière pour écouler les surplus. Donc c'est toute cette chaîne qui nous piège tous, hein, parce que on se rend compte. Alors Serge a pu en parler vraiment d'une manière très claire. Hein. C'est pas du tout la question de mettre en cause les copains qui donnent de leur temps, hein, qui donnent de leur temps par valeur humanitaire. Mais c'est le fait qu'à un moment donné, il y a eu aussi autre chose. Donc il y a le fait qu'aujourd'hui, les problèmes d'alimentation de la population, la seule réponse proposée par l'État, mais déléguée aux associations, c'est l'aide alimentaire. Et il y a eu encore un cliquet de produits par rapport à la loi contre le gaspillage, qui a permis tous ces surplus. Les surplus permettent dans ce système économique de faire des profits, et ces surplus, il faut bien les écouler. Donc tous les invendus des grandes surfaces, ça a été un grand bénéfice pour elles d'avoir cette loi autour du problème du gaspillage. Je vais continuer. Donc, je mettais ça en avant parce que ce processus, moi je fais partie d'une association d'éducation populaire qui développe une démarche de pédagogie sociale sur le quartier de Beaubrun-Tarentaise, et toutes les familles que je connais, absolument toutes, aujourd'hui, sont bénéficiaires des colis alimentaires, et elles disent d'abord merci, hein, parce qu'effectivement, on remplirait pas les frigos. Et en même temps, elles disent toutes les démarches et toutes les contraintes, le fait qu'elles ne choisissent rien, qu'elles ne décident de rien, donc cet espace qui crée de la sous-citoyenneté, hein, où on subit tout et on ne décide de rien. Donc là, je trouvais que c'était important de faire cette parenthèse. Alors, avant de passer la parole à Antoine qui souhaitait réagir, des chiffres, hein, notamment donnés par Mathieu Dalmet, qui investit dans cette sécurité sociale de l'alimentation. Un chiffre très simple, c'est qu'on produit pour 12 milliards de personnes dans le monde, donc quelque chose de global, et qu'en fait cet effet boule de neige, on appauvrit également les producteurs de pays émergents, et qui eux vont se retrouver en concurrence avec leurs produits face à des produits qui ont été créés dans le Nord, etc. Donc c'est une vraie réflexion globale et internationale à avoir, et tout ça reste sur la marchandisation et le système économique. Antoine. Oui, juste pour compléter ce qu'a dit notre ami concernant le don des grandes surfaces, etc., et des grands trusts alimentaires. Alors, il se passe un phénomène, c'est que, alors, vous savez que lorsque une grande surface fait don, par exemple, de 2 palettes d'endives, il défiscalise. Alors, c'est bien, non, c'est super, et donc au poids, et ce sont eux qui déterminent le prix de ce qu'ils nous livrent. Ceci dit, lorsqu'on reçoit, et c'est devenu commun, quotidien, lorsqu'on reçoit une palette d'endives qui ruisselle, vous voyez ce que je veux dire, qui ruisselle,
et que vous rappelez les personnes en question, les grandes surfaces, les gros trusts, et que vous leur dites, attendez, mais vous avez vu ce que nous avez livré? La première réponse est, vous n'avez qu'à trier, mais en revanche, si l'on trie, on va défiscaliser l'ensemble de ce qui nous a été livré. Et là, la raison est simple, c'est-à-dire que lorsque ces établissements doivent se débarrasser de leurs denrées non comestibles, ils payent. Et ils délèguent donc les restos du cœur sur ce qu'ils nous filent. C'est-à-dire que nous, on doit se débarrasser et on paye également. Lorsqu'on va à la déchetterie avec des aliments, on doit payer. Donc on en est là. Et aujourd'hui, nous, on refuse ces palettes. On dit non, on préfère ne rien avoir. Puis les bénévoles ont autre chose à foutre que de trier cette daube qu'on nous livre. On en est là. Et c'est général. C'est dramatique. Ça devient extrêmement récurrent. Voilà où nous en sommes. Alors, nous, la parade, pardon, juste un élément important. La parade, c'est que on a décidé de créer des jardins, des restos du cœur. Et parce que d'une part, on saura ce qu'on produit, d'autre part, on aura une proximité, plus de frais de livraison. Et on a commencé par des jardins à Rive-de-Gier, où on produit 10 tonnes. Ça, c'est nous. Et deux vertus à cela, outre le fait que l'on a des denrées de bonne qualité et bio, on a une possibilité aussi de réinsertion des personnes accueillies qui également participent aux travaux du jardin. Voilà. Et on en a donc 3 qui sont partis, qui sont en route: Neulise, Saint-Bonnet-le-Château, Mâclas et Rive-de-Gier. Le souhait, ce serait qu'on ait un jardin. Alors, je dévie peut-être du sujet, Ouais, on va arriver sur des choses similaires donc, aussi. Et mon souhait serait que dans nos 17 centres, chaque centre ait son jardin de production. On n'aurait plus affaire à des margoulins qui nous facturent des denrées dégueulasses. Alors, on arrive avec ces jardins-là, notamment à des actions concrètes. On va aller tout de suite sur les actions concrètes au niveau de la caisse sociale de l'alimentation à Saint-Étienne, et notamment ces projets de maraîchage collectif, etc. Alors, qu'est-ce que c'est ces premières mises en route? Expliquez-nous un peu le processus. Oui, voilà, comment ça s'est passé. C'est vrai que effectivement, sur cette période, on a pu se rencontrer avec des associations, avec des distributeurs, parce qu'on est nombreux à souhaiter que tout le monde ait une alimentation de qualité, une alimentation choisie. Et la première qualité d'une alimentation, c'est d'être accessible à tous. Donc c'est une tension que beaucoup de distributeurs sur Saint-Étienne ont à l'esprit et essayent de mettre en route. Et on a senti que créer un collectif autour de la solidarité alimentaire, ça allait nous permettre de mutualiser et de croiser des forces et des façons de procéder tous ensemble. Donc ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a vraiment de l'existence sur Saint-Étienne. Donc il y a la Formilière, qui est une coopérative de magasins, avec cette volonté de construire un espace de décision démocratique, avec un mode de gouvernance, donc tout un processus qui nous paraît une façon de construire la transformation aujourd'hui. Il y avait la ferme au quartier, qui est tout un réseau, une plateforme de distribution pour permettre aux paysans d'avoir des débouchés. Parce que l'idée, effectivement, c'est toute une question qui croise tellement de réalités, c'est toute la filière alimentaire. Donc les paysans respectueux du vivant, aujourd'hui, n'ont pas des revenus suffisants pour vivre. Donc on était face à ces questions de se dire, il n'est pas question de continuer à trouver les vertus de la distribution alimentaire. Elle est nécessaire, mais il faut trouver d'autres leviers, et plutôt d'organiser des relations d'entraide, de reconnaissance et d'interconnaissance. Donc, il y a différents distributeurs, je les ai pas tous nommés, il y a bien sûr les AMAP, qui ont ce système de commerce équitable. Enfin, on sentait qu'il y avait plein d'espaces, il y a la Biocoop aussi, des Arcades sur Saint-Étienne, qui d'emblée a soutenu ce projet. Il y a plein d'espaces plus vertueux, autour de la qualité du travail, autour du respect du vivant. Donc on a senti qu'il y avait vraiment des liens qui étaient possibles à construire à ce moment-là. La fabrique de la transition a rapidement été en capacité de coordonner tout ce bazar. Donc la fabrique de la transition, c'est des coopératives, des associations qui, sur le bassin stéphanois, essayent de développer des cliquets sur la transition écologique et sociale et de créer un mode sur le bassin transformateur sur le bassin stéphanois. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde, j'en oublie sûrement et je m'en excuse d'avance.
Et donc, en se rencontrant, ce qui a été intéressant, c'est que d'emblée, on a pu faire face tous ensemble, c'est-à-dire les gens dans leur diversité sociale et de leurs conditions de vie, des producteurs et des paysans. On a pu mettre en route des choses. Donc, ça a démarré par de la production maraîchère. Donc, on est allé sur des terres prêtées par des paysans. Et il y a eu des temps où on a pu partager le travail ensemble. Donc, avec des gens un petit peu de toute la société stéphanoise et puis les paysans. Donc là, ça fait vraiment des avancées sur la prise de conscience de la réalité des uns et des autres. De produire, en plus, donc il y avait ces liens. Et puis il y avait aussi qu'on a réellement produit et en masse. Alors pour des gens de la ville, produire 1 tonne de patates, c'est sidérant, quoi. C'est impressionnant, et de sentir qu'on était capable de produire un peu d'une manière un peu plus forte, ça nous a donné un peu plus d'envie. On a pu aussi avoir un prêt au niveau de Montravel, du lycée agricole Montravel. Donc il nous a prêté une terre, et là aussi on a pu produire une certaine diversité de légumes, et dès cette année on a pu en vendre aux épiceries sociales, et tout ça fait que chaque fois ça permet de mettre en route un peu tout le monde et de prendre conscience de qu'est-ce que c'est, et de décider ensemble qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de qualité, comment on peut y avoir accès, comment les paysans pourraient vivre un peu mieux de leurs revenus, et comment le problème se pose aussi depuis quelques années par rapport aux distributeurs qui voient leurs ventes baisser. Donc on sentait qu'il y a tout cet intérêt commun qui fait qu'aujourd'hui, donc, il y a eu ce maraîchage qui fonctionne et qui va vraiment se développer, avec le fait qu'aujourd'hui, il y a des paysans qui nous téléphonent en disant dernièrement, on est allé aider un gars qui pouvait pas ramasser ses patates cette année. On y est allé à 14 et en une journée, c'était fait. Donc, se dire, à un moment donné, on va pouvoir bouger un peu des lignes, d'une manière modeste, mais réelle. Donc ça fait la différence. Et puis, la dernière réussite, ça a été... je vais donner quand même l'exemple des AMAP, parce que c'est important. Sur Beaubrun-Tarentaise, 20 familles ont pu bénéficier de paniers solidaires, qu'elles payaient 30% du prix coûtant. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que ce sont devenues des AMAPiennes, donc elles ont fait partie de tout ce réseau. Et les paysans ont vu leurs débouchés augmenter immédiatement. Donc on se dit, voilà, chaque fois qu'on essaye d'aménager des choses qui soient gagnant-gagnant, il y a vraiment quelque chose qui se passe de réel. Et là, la dernière belle réussite, ça a été la cantine solidaire, parce que c'est vrai que quand on produit de la nourriture, on pense tout de suite à sa transformation, et on a senti que sur le quartier de Beaubrun-Tarentaise, il y avait de réels besoins. Autour de la solitude, autour du fait que beaucoup ne mangent pas un repas équilibré par jour, autour du fait, et ça on ne l'avait pas imaginé, que les acteurs du quartier qui travaillent et qui n'y vivent pas se rencontrent nulle part, et ça peut être un espace fédérateur. Donc voilà, et ce que je rajouterais pour après laisser la parole à Thomas, c'est toutes les femmes qui travaillent aujourd'hui dans la cuisine. Donc c'est une cantine, donc c'est un travail professionnel, hein, c'est pas juste faire un petit repas sympa entre nous. On arrive à assurer un repas pour 40 personnes. Alors aujourd'hui, que 2 fois par mois, parce qu'on n'a pas d'espace dédié, mais on pourrait faire mieux. Ce sont uniquement des femmes qui ont des revenus insuffisants pour vivre et qui ont décidé de donner ce temps, avec des complications parce qu'il faut tout réaménager le quotidien à ce moment-là. Ce qu'on peut aujourd'hui leur proposer, parce qu'on ne peut pas les rémunérer, il y a une personne qui a pu être embauchée par notre association parce qu'il fallait vraiment un travail de coordination conséquent. Et aujourd'hui, toutes les femmes qui cuisinent ont des bons d'achat qu'elles peuvent aller dépenser, donc choisir leur nourriture à Vrac-Saint-Étienne, qui est un lieu de distribution mensuel. Alors je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer ce que c'est que sur des quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. Alors on a beaucoup parlé du quartier Tarentaise-Beaubrun, mais le nom c'est la Caisse sociale de l'alimentation de Saint-Étienne. Alors j'imagine qu'ici il faut essayer de développer sur la totalité du territoire et comment le comité de pilotage s'y prend. On a vu que Josiane nous disait qu'il était aussi difficile, même au sein d'un quartier, de mettre toutes les personnes en face qui se rencontrent peu. Comment on expérimente ou on met en place ces projets-là à l'échelle d'une ville ? Eh ben, effectivement, là, Josiane le rappelle très bien, c'est historique. Donc, chemin faisant, il y a des actions qui ont été faites. Ces actions ont mobilisé des gens autour de ces enjeux-là et du fait de se réapproprier l'alimentation dans une réflexion sur toute la filière. Donc en fait, à partir de là, notamment au niveau des projets, donc projet cantine solidaire par exemple et le projet de maraîchage que Josiane a bien expliqué, on a décidé tous ensemble d'aller plus loin vers un projet de caisse sociale de l'alimentation.
Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a convoqué tous les gens, on a invité plutôt tous les gens qui sont dans ces projets-là à se rassembler. À ce rassemblement, on appelait ça une assemblée, et on a dit, est-ce qu'on n'irait pas vers un projet de caisse ? Donc c'est quand même ça le début d'une approche démocratique de l'alimentation et de s'intéresser à ça. Tout le monde a dit oui, ok. Donc voilà, maintenant on a des assemblées qui se réunissent à peu près toutes les 6 semaines. On en a déjà fait 4. Elles sont évidemment ouvertes. Les premières invitations, elles ont été envoyées aux gens déjà impliqués dans les projets, parce que pour nous ça faisait sens. Il y avait déjà de la vision, il y avait déjà du passé entre tous ces gens-là. Donc c'était continuer à aller comme ça. Mais évidemment, les assemblées sont ouvertes. Elles sont les invités, c'est donc les futurs cotisants et cotisantes de la caisse sociale. Pour vous donner des prochaines dates, il y en aura une le 6 décembre à 17h30 et il y en aura une aussi le samedi 27 janvier. Celle-ci qui sera assez particulière puisqu'on prévoit ça sur toute une journée, et l'idée c'est de faire aussi beaucoup de pédagogie, de sensibilisation, de discussion, un format assez long, assez ludique. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous retrouverez toutes les infos et on fera de la communication là-dessus. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit comment allait fonctionner ce projet, à quoi il va ressembler. Pour l'instant, ce qu'on sait, alors je suis bien en train de vous dire qu'il y a des assemblées, c'est l'assemblée des futurs cotisants cotisantes qui décide. Pour l'instant, ce qui a déjà été décidé en assemblée, c'est la forme globale de cette future caisse. Donc en gros, je vous en parlais tout à l'heure, des cotisants qui vont mettre tous une somme plus ou moins différente. Ils vont mettre tous ensemble dans une caisse. Cette caisse, elle sera aussi alimentée par d'autres formes de financement que juste les particuliers cotisants. Donc il y aura notamment de l'argent issu des ventes du maraîchage, l'argent issu des ventes de la cantine solidaire, et point d'interrogation, ou point de suspension plutôt, d'autres choses qui seront là. Donc cette caisse, elle sera alimentée par tout ça, et ensuite elle sera divisée à part égale entre tous les particuliers qui auront cotisé. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont cotiser et avoir un peu moins que ce qu'ils ont mis, et inversement. Et c'est surtout ça qu'on recherche, c'est qu'il y a des gens qui vont mettre par exemple 20 € et qui vont récolter 50 €. Voilà, ça c'est la forme un peu globale de ça. Oui, qu'on va continuer. Ensuite, peut-être, donc on n'a pas encore décidé les prochaines étapes, et les prochaines assemblées vont notamment nous emmener à décider qui on conventionne. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, ce pilier conventionnement, et en gros c'est où est-ce qu'on va dépenser l'argent. Ça c'est quand même la clé, où est-ce qu'on va pouvoir dépenser cet argent qui sera récolté et redistribué. Et ben pour l'instant on ne sait pas, puisque je vous renvoie au deuxième pilier, la démocratie, et là c'est le travail qu'on est en train de faire. On a d'abord réfléchi à c'est quoi une alimentation de qualité. On s'est mis tous avec le groupe, ça veut dire quoi une alimentation de qualité. Donc oui, la première des qualités d'une alimentation, c'est d'être accessible. C'est quelque chose qui a été un peu martelé par tout le monde, et ensuite après on va aller plus loin. Voilà, donc le conventionnement, ça sera les prochains grands axes de travail. Voilà, et l'idée là c'est d'avancer au contour, donc qui met de l'argent, comment est-ce qu'on se la sépare, où est-ce qu'on la dépense, et une fois qu'on est prêt là-dessus, ça va être de lancer une expérimentation, par exemple d'1 an, on ne sait pas encore, qu'aura pour but de vraiment venir en gros essuyer les plâtres, ajuster, voir si ça fonctionne, et voir si on est prêt aussi de notre côté, et ensuite il y aura une ouverture évidemment à tous et toutes, pilier universalisme. Alors, est-ce qu'il y a des expérimentations en France, dans d'autres villes, qui marchent et qui inspirent aussi ce projet à Saint-Étienne ? Est-ce que on s'inspire aussi de d'autres territoires ? Alors, c'est dommage, on n'a pas notre collègue qui est chargé de faire le lien avec tous les autres. Je suis pas très bonne en chiffres, mais je crois qu'il y a 18 expérimentations sur tout le territoire français. Alors, il y en a qui sont avancées différemment. Il y a la caisse sociale de Montpellier avec un groupe de chercheurs, avec un financement public très conséquent. Il y a différents types d'expérimentations, et ce qui est intéressant, c'est que on est en lien, enfin pas nous directement avec Thomas, mais on est en lien avec tout ce réseau qui essaye de mettre en place, d'avancer concrètement et de mettre en place
des principes de fonctionnement. C'est vrai que Thomas a eu raison d'insister vraiment sur cet aspect de démocratie, parce que effectivement, on ne sait plus le faire, on le vit plus vraiment, on se rencontre plus nulle part dans nos diversités déjà, et je pense que c'est le temps essentiel de prendre vraiment ce temps pour le construire, avec le souci de se dire: est-ce qu'on parle bien des mêmes choses? Est-ce qu'on a bien les mêmes références et les mêmes repères ensemble? Et de le faire avec tout le monde, c'est extrêmement précieux, parce que ça permet de ne pas faire des fausses routes et d'après d'être obligé de faire des allers-retours. Donc effectivement, il y a des choses qui avancent, et il y a tout un réseau autour de la sécurité sociale de l'alimentation en France. Alors vous disiez qu'à Montpellier, il y avait un financement public. Aujourd'hui, en décembre 2023, est-ce que vous discutez avec les pouvoirs publics stéphanois? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est proposé à la municipalité, ou tout du moins présenté? En tout cas, on leur en a parlé là récemment, il y a 2 semaines, en leur disant que ça allait exister et que s'ils étaient intéressés, il fallait pas qu'ils hésitent à nous demander un temps pour en parler. On n'a pas encore du tout réfléchi à la forme des interactions qui pourraient être possibles, mais oui, pour nous, ça serait plutôt intéressant, en tout cas, que la municipalité, mais même la métropole, suivent, s'intéressent. Ils sont déjà un peu au courant, et on va continuer à leur en parler s'ils le souhaitent. Je voulais juste ajouter un élément sur ce que disait Josiane juste avant. Donc effectivement, il y a plusieurs expérimentations. Et ce qui est intéressant quand on regarde ces expérimentations, c'est qu'elles sont toutes hyper différentes et hyper adaptées à 2 choses: qui lance ces expérimentations et sur quel territoire il est lancé. Et je trouve que c'est ça aussi la richesse là du passage qu'on est en train de vivre, c'est que pour répondre à un même besoin, c'est-à-dire la précarité alimentaire, sur Saint-Étienne ou sur Montpellier, c'est sans doute pas du tout la même chose qu'il faut faire aussi. Vous connaissez un petit peu les caractéristiques du territoire stéphanois, mais voilà, une grande précarité. On parle d'environ 20% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, quasiment un quart des foyers qui sont éligibles à l'aide alimentaire. Enfin voilà, nous, notre territoire, c'est ça, les chiffres. Donc par rapport aux autres initiatives nationales, à Saint-Étienne, va y avoir la focale est beaucoup plus mise sur ces enjeux de précarité, là où d'autres territoires, ils ont beaucoup plus travaillé sur les enjeux de transition alimentaire et moins sur les enjeux de solidarité alimentaire. Première chose. Deuxième chose, nous, comment on fait ce focus-là? Je reviens pas sur ce que disait Josiane, ces projets qui ont mobilisé les gens, qu'on fait qu'on se réapproprie tous l'alimentation du paysan au mangeur, d'un quartier populaire ou d'un centre-ville, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a tout ça, nous, qu'on met au cœur du projet. Et quand on va regarder comparer avec les autres projets au niveau national, on voit que y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés sociales qui sont dans les assemblées. On est assez content de ça. Et il faut continuer là-dessus, puisqu'on voit que les gens, ils ont vraiment envie de s'intéresser. Et nous, on fait aussi la réflexion vis-à-vis de l'aide alimentaire là-dessus, et la complémentarité que la démarche qu'on mène a avec l'aide alimentaire, c'est de gommer cette frontière entre aidant et aidé. On a aussi tous envie, non pas d'être soit dans une logique de bénévolat, je fais un don, je suis charitable, soit et de l'autre côté dans une logique de je dois être redevable, etc. Mais on a envie de travailler des formes où on fait tous ensemble la même chose pour tout le monde sur des questions d'alimentation. Alors c'est une autre échelle aujourd'hui et tout ça, mais on sent que là-dessus, c'est ça qui est très très riche aujourd'hui à Saint-Étienne. Et dernière chose, j'en discutais jeudi, je crois, avec une personne qui est pas du tout de Saint-Étienne, et elle me disait à chaque fois, elle parlait des futurs bénéficiaires en les nommant comme ça, et elle me disait vous et eux. Et j'ai dû l'interrompre. J'étais pas du tout à l'aise, parce que moi je vois pas de moi et d'autres ou de nous et eux. Là, on est vraiment tous ensemble à parler de la même chose, à être dans un objectif commun, avec effectivement peut-être des gens qui sont un peu plus avancés. Et Josiane et moi, par exemple, puisqu'on est dans le comité de pilotage, mais on est dans ce comité de pilotage parce que l'Assemblée nous a dit allez-y, il faut que des gens mettent du temps pour construire ce projet. Donc on est bien issus de l'Assemblée, quoi. On n'est pas au-dessus.
Dans les projections pour une phase expérimentale sur un an pour débuter, il faudrait combien de personnes, combien de cotisants, combien de producteurs, combien de distributeurs pour avoir une vraie image de l'efficacité ou pas de ce système-là? On n'a pas encore validé, encore une fois, l'Assemblée là-dessus valide. Aujourd'hui, on réfléchit plutôt sur des logiques techniques vers une 50aine de personnes. Je pense que sur l'expérimentation, il faut aussi que ce soit encore ouvert pour voir comment on arrive à faire rentrer, comment ça varie quand le nombre de cotisants augmente, etc. On est dans ces eaux-là pour l'expérimentation. Ensuite, pour te parler peut-être impact, sur les distributeurs, il y a déjà des personnes identifiées, il y a déjà des personnes en fait qui sont impliquées du côté des distributeurs pour que cette caisse sociale, voilà, cette expérimentation de caisse sociale voit le jour prochainement. Voilà, faudrait commencer au moins vers une dizaine avec une répartition géographique et aussi thématique, enfin qui a un peu des choses très différentes dedans. Mais si on parle un petit peu de chiffres et d'impact, mettons, on a 100 personnes qui mettent en commun 50 € chacun. Je vous laisse faire le calcul assez vite, mais ça fait 5 000 € par mois. À l'année, du coup, ça fait 60 000. 60 000 €, je te remercie. Donc on commence à être sur des montants qui sont quand même assez significatifs. Concrètement, ça veut dire que sur une expérimentation avec juste 50 personnes ou 100 personnes, pour 50 € par mois, on vient réinjecter dans l'économie locale, auprès des producteurs et distributeurs qui ont été choisis démocratiquement, je le rappelle, 60 000 €. Donc, après, je vous laisse faire des calculs. Si on commence à monter vers 200, 500 personnes qui vont mettre un peu plus, je vous laisse aussi faire les calculs avec l'argent issu de certains projets qui seraient dedans, et donc ça ferait monter l'enveloppe, etc. Mais on est quand même sur quelque chose qui peut avoir un potentiel transformateur assez fort, quoi. Après, on est quand même sur le principe que on cotise par rapport à ses moyens aussi. Donc il faut aussi relativiser, par exemple, des personnes, comme on disait tout à l'heure, qui vivent avec 1 € par jour après avoir payé... Non, 1 € par mois, excusez-moi, 1 € par mois, qui voudraient abonder à cette caisse-là. Qu'est-ce qu'on leur demande à eux? Alors, c'est vrai qu'il y a cette mécanique concrète qu'on réfléchit, qu'on cogite, mais je pense que le plus important aujourd'hui qui se passe, c'est qu'on n'est plus dans l'impuissance de se dire c'est en train de... les Restos du Cœur ont poussé un cri d'alarme glaçant, et de se dire qu'est-ce qu'on va devenir. Là, à un moment donné, on tente une expérience pour de vrai, dans le concret, et je pense que ça, il faut vraiment le mettre en évidence comme quelque chose qui peut devenir puissant, c'est-à-dire que voilà, on sort justement de l'impuissance, et à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui est possible à faire tous ensemble. Après, c'est vrai que là, on sent au niveau des chantiers qu'on mène à bien, il y a beaucoup de personnes qui sont sans revenus, donc sans travail, donc qui arrivent à donner plus de temps que les autres. Et on est en train de réfléchir à cette question de être cotisant de temps. Parce que effectivement, tout ce temps donné produit de la valeur, parce qu'on fait du maraîchage, on propose des repas, donc le mettre en évidence comme une vraie ressource. Donc c'est toutes ces questions qui sont un énorme enjeu. Comme on te disait, c'est vrai que la force aussi qu'on a, c'est que on fait réseau au niveau national et que les recherches des uns alimentent les expérimentations des autres. Donc c'est vrai que là, c'est toujours inconfortable de dire on n'a pas un dossier à boucler, à vous vendre. C'est plus l'idée de vous encourager à nous rejoindre, parce qu'on sent vraiment que ça fait boule de neige. Là, on sent qu'aujourd'hui, sérieusement, on peut vraiment proposer à des distributeurs de nous rejoindre, ceux qu'on avait identifiés qui étaient les partenaires historiques, et très préoccupés par toutes ces situations. Donc il y a vraiment quelque chose qui devient plus solide en compétences, en diversité de compétences, et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant. Alors, si on reste dans ces projections et réflexions, l'idée c'est de mobiliser le plus grand nombre de personnes dans l'absolu, avec l'universalité de l'accueil de ces personnes-là qui pourraient abonder à cette caisse sociale de l'alimentation, mais cette question aussi d'universalité du côté des distributeurs. Est-ce qu'il y a un garde-fou avec des structures qui seraient de fait, de par leur statut ou de par l'écriture du projet, exclus de cette caisse sociale de l'alimentation?
La question du conventionnement, c'est vrai qu'on va définir ensemble des bases, mais à partir des interlocuteurs concernés, de sentir que aujourd'hui on n'est pas en mesure de connaître toutes les contraintes, toutes les réalités dont a à faire face un distributeur. On a en plus des modèles assez vertueux, comme on le précisait tout à l'heure, sur le fait dans ces lieux, il y a aussi des espaces de décision démocratique, où ceux qui bossent dans ces espaces, ils décident de comment on travaille, qu'est-ce qu'on propose comme produit, qui c'est qu'on va rejoindre. Donc ce conventionnement, il va être décidé. Eh bien, on a créé une charte, on aurait peut-être dû la porter, pour mettre en évidence des principes qui sont pas forcément gravés dans le marbre, mais qui sont quand même la ligne rouge. Donc effectivement, on n'accueillera sûrement pas tout le monde. Et puis, on peut se dire aussi, il y a eu le régime général de la sécurité sociale, qui a été un moment fabuleux pendant quelques années, qui a monté en puissance, et puis qui a été grignoté. Et là, on sent qu'on peut aussi en tirer des enseignements de cette expérience. Et de se dire, il y a certainement des choses à baliser. Mais c'est une exploration vaste, quoi. Thomas ? Et ben justement, la question du conventionnement, oui, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont être exclus, des distributeurs qui vont être exclus du système de conventionnement, et penser aussi à la sécu pour la santé. Il y a des professionnels qui sont conventionnés parce qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête et qui ont eu un débat démocratique pour savoir quel type de santé on voulait pour notre pays. Pareil, donc on a travaillé, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur c'est quoi l'alimentation de qualité. Demain, ça veut dire qu'il va falloir décliner ensuite en critères, il va falloir débattre de ces critères, et en tout cas moi je m'attends déjà à ce qu'il y ait des désaccords. Mais c'est fécond, un désaccord en démocratie. Normalement, on peut faire ressortir des zones de tension comme ça. Moi, j'en ai presque très envie. Typiquement, on m'a aussi demandé cette semaine, qu'est-ce qu'on fait s'il y a plein de gens qui disent ouais, j'ai envie que y ait le rayon bio du Carrefour. En tout cas, la question, elle mérite de se poser. Il va falloir qu'on trouve un accord ensemble. Il va falloir qu'on prenne le temps pour décider. Mais on ne peut pas d'ores et déjà contraindre et exclure plein d'opportunités. Ça, c'est la première chose. Donc, venez participer à ce débat si jamais aux prochaines assemblées. Et la seconde chose, pour répondre aussi à la question de comment est-ce qu'on fait pour intégrer des personnes très précaires dans ce système de caisse, on a réfléchi. L'Assemblée nous avait dit, de toute façon... Première chose, allez bien réfléchir à la question que tu poses. Donc on y a réfléchi, on a déjà proposé un truc qui a été validé en assemblée, c'est que on reçoive le paiement dont on n'a pas encore trouvé le nom, mais ça peut être un droit mensuel, ou on parlait tout à l'heure de reste à vivre, on hésite nous à appeler ça un plus à vivre, mais en gros on va recevoir le paiement avant de payer. Ce qui implique, en fait, c'est juste une façon comptablement de l'indiquer. Du coup, ça veut dire, si vous mettez moins que la moyenne, concrètement, il vous reste, vous aurez l'argent et vous devrez, à partir de cet argent, en redistribuer pour le mois d'après et ce système de cotisation. Je prends l'exemple de, on a 60 € en paiement qui sera pour chacun et chacune. Une personne peut mettre 20 €, elle n'a pas les moyens de mettre 20 € parce que 20 € pour certains c'est énorme, et on va recevoir avant les 60 €, donc en somme on va recevoir 40 €. Alors, un système à mettre en place. Tu évoquais les prochaines réunions. Est-ce que ce sont des réunions qui sont ouvertes à tout citoyen, ou est-ce que vous restez encore dans une réflexion en termes de structure ? C'est ouvert à tous, donc le 6 décembre à 17h30. N'hésitez pas soit à nous envoyer un mail pour ceux qui écoutent à la radio, soit à passer sur le stand. On est à peine plus loin là-bas pour ceux qui sont intéressés. Donc notamment vous inscrire au listing et qu'on puisse vous envoyer les mails régulièrement pour les prochaines assemblées qui sont bien ouvertes à tous. Alors on profite aussi de cet espace radio ici sur ce rendez-vous Tatou Juste avec le public. Si vous avez des questions à poser, peut-être des remarques aussi sur ce que vous venez d'entendre, vous pouvez demander le micro auprès de Lionel. La parole vous est donnée si vous le souhaitez. Alors c'est pas obligatoire. Pas trop de mouvement. Si l'on reste quand même en information, j'ai beaucoup parlé de Mathieu Dalmet et j'en reparle encore, c'est que sa conférence gesticulée est disponible
disponible sur Internet. C'est très bien expliqué à une échelle nationale. Donc j'invite tout à chacun d'aller voir ça parce que c'est très intéressant et que ça nous fait changer finalement notre vision de la consommation. Est-ce qu'on choisit voilà. Et bien sûr également un fascicule, une BD que Thomas nous montre. Mais comme on est à la radio, il faut nous dire son titre. C'est une BD qui est faite par le collectif national de sécurité sociale de l'alimentation qui vous explique beaucoup mieux que je l'ai fait tout à l'heure et qui s'appelle Encore des patates. Alors, merci Josiane. Et qui est à prix libre. Merci Josiane, merci Benoît, merci Antoine d'être venus sur cet espace radio. On va faire une petite pause musicale pour retrouver ensuite une présentation d'une prochaine conférence à venir sur ce rendez-vous de la transition écologique Tatou Juste. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence.